parlons de l'éco-village de Pourgues et la mise en pratique de tes convictions, pas que les revendications ne soient pas de la mise en pratique, c'est très très concret, mais là on parle vraiment de mettre les mains alors, dans la terre et sur le bois, etc. Tu es particulièrement sensible aux questions d'habitat durable, d'habitat léger, d'habitat autonome. Tu as un background d'ingénieur qui, je pense, peut en inspirer beaucoup d'autres sur les low-tech et sur les possibilités d'innover dans le bâtiment. Tu en construis toi-même. Tu as un frère qui est dans cette activité. Et chaque année, vous trouvez de nouvelles solutions, Enfin voilà, c'est pas parce qu'on simplifie les choses et qu'on essaie de faire de l'autonomie et de sortir un petit peu de l'extrême complexité du système qui est quand même, on le sait, basé sur des flux tendus, qui nécessite de s'approvisionner en métaux rares, en une grosse variété de ressources naturelles non locales et très diverses venues de partout dans le monde. Là, véritablement, ton travail permet, de manière moins dépendante du reste du monde et avec plus d'autonomie et plus de ressources locales, de bien habiter et de bien vivre sans compromettre nécessairement son confort. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ce domaine-là, ce que tu construis et ce que tu aimerais développer ? Mais ça permet de faire le lien entre les enjeux politiques, les enjeux globaux et les enjeux plus locaux. Donc c'est vrai que moi je m'investis dans les deux. Je ne veux pas mettre les deux en opposition. Je pense que si on sous-estime et si on ne s'engage pas suffisamment dans le monde politique et social, en fait on ne pourra pas forcément avoir une politique qui soit en cohérence et qui permettra de faire grandir et de faire émerger et de donner toute sa place à des alternatives locales qui sont expérimentées depuis déjà très longtemps dans de différents territoires et même au-delà de la France et des époques. Et donc sur Pourgues, c'est vrai que c'est un projet qui est cohérent pour moi parce que dans cette démarche de transition, de démocratie, Pourgues a à la fois cet aspect démocratique en interne, on est sur une gouvernance très horizontale à travers une forme d'autogestion, différents organes qui sont le conseil de village, le conseil de gestion des tensions, le conseil d'enquête et d'arbitrage, enfin voilà, il y a différents organes en fait qui permettent de gérer la gouvernance. Et moi personnellement, je m'inscris dans ce village sur une démarche autour de l'aménagement, donc de l'aménagement extérieur qui va de la construction jusqu'aux enjeux énergétiques. Et donc la construction qui est mon domaine de formation, je suis ingénieur technique de construction, c'est un sujet que j'essaie d'expérimenter. Personnellement, j'ai déjà construit une roulotte il y a maintenant une année, donc une roulotte sur une base de châssis agricole que j'ai construite de mes mains, avec évidemment des amis et quelques personnes aussi au niveau technique qui m'ont conseillé, qui m'ont accompagné, qui m'ont même aidé. Donc c'est une roulotte, pour donner un ordre de grandeur, qui fait à peu près 30 mètres carrés intérieurs. Qui se déplace sur la route en tant que convoi agricole et qui permet en fait d'avoir deux petites chambres et un petit espace de vie sur ces 30 mètres carrés et qui est tout autonome. Donc aujourd'hui je suis sur un système de chauffage avec un poêle à bois, un petit poêle de 3 kW, donc c'est un tout petit volume, donc c'est une toute petite puissance. Un système de récupération d'eau de pluie pour éviter d'être relié au réseau et avoir en fait un osmoseur qui permet de filtrer l'eau de pluie et enlever un maximum des pollutions chimiques qui sont aussi les conséquences d'une agriculture et d'un système industriel et de transport qui pollue notre atmosphère. J'ai un système aussi donc de panneaux solaires qui sont évidemment critiquables, mais qui sont en fait simplement deux panneaux de 300 watts qui me permet sur 600 watts de faire tourner mon éclairage, alimenter mon ordinateur, mon téléphone, un tout petit électroménager. Et donc même si le panneau solaire est critiquable, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait dans ce type d'habitat on consomme beaucoup moins d'énergie que sur une maison classique. Une maison classique aujourd'hui, les compteurs que les gens ont chez eux EDF, c'est souvent entre 9 kW, 12 kW, 15 kW. Donc moi je suis sur 0,6 kW. Donc on voit que par exemple à une maison classique qui va avoir des robots mixeurs, des grille-pains, des télévisions, des bouilloires, des cadres de photos numériques, une somme en fait de technologies qui sont selon moi pas forcément utiles, qui sont intégrées dans les maisons. Sans parler d'un éventuel chauffage électrique. Voilà, c'est un chauffage électrique exactement. Et bien donc en fait la réduction de consommation en électricité de cette roulotte, je ne peux pas vous donner encore les chiffres, j'ai pas le recul dessus, mais c'est incomparable par rapport à nos consommations classiques en France sur des moyennes françaises, quoi. Quelle quantité de bois te faut-il pour te chauffer un hiver, on va dire, en supposant que les hivers ne soient pas de plus en plus chauds à l'avenir, les hivers que nous connaissons aujourd'hui? Quelle quantité de bois est-ce qu'il te faut? Voilà.
Ça dépend, comme tu dis, l'hiver, ça dépend le territoire lequel je suis, ça dépend si je suis à Aix-en-Provence ou en Ariège, ici on a 450 mètres d'altitude. Là pareil, j'ai pas le chiffre précis parce que j'ai pas passé tout l'hiver dedans et l'hiver n'est pas fini, mais c'est des quantités qui sont très faibles. Je veux dire, avec peut-être 2 mètres cubes de bois, je peux passer l'hiver parce qu'en fait le volume de 30 mètres carrés avec une hauteur sous plafond, j'ai en moyenne on va dire 2 mètres 40 d'hauteur sous plafond. Donc en fait en termes de volume, je vais être sur du 70 mètres cubes. 70 mètres cubes, c'est la taille d'une salle à manger dans une maison. Et donc en fait une maison qui fait 120 mètres carrés avec 2 mètres 50, voire des fois des plus vieilles maisons 3 mètres 50 d'hauteur sous plafond vont consommer en rapport en volume 4, 5, 6 fois plus uniquement pour le chauffage. Mais après on pourrait parler aussi de tout ce qui va tourner autour. Donc je parlais des panneaux solaires, donc beaucoup moins d'électroménager. On parlait du chauffage et même en consommation d'eau. Aujourd'hui la consommation d'eau va être aussi limitée parce que vu que j'ai qu'une cuve de 400 litres, en fait cette cuve il faut que je la remplisse. Et quand j'ai plus d'eau, j'ai plus d'eau. Et donc en fait, je vais faire attention dans ma consommation d'eau à éviter de consommer trop parce que j'ai pas le choix. Je suis autonome, c'est ma cuve qui est limitée en volume. Les eaux de pluie, c'est pas moi qui choisis quand est-ce qu'elles tombent. Et donc je vais être dans une démarche où je vais devoir faire attention à comment je consomme. Mais c'est pas quelque chose qui est frustrant pour moi. C'est quelque chose au contraire qui redonne de la valeur aux choses. J'aime beaucoup Jean-Pierre Jancovici quand il parle en fait. Jean-Marc, excusez-moi. Jean-Marc Jancovici quand il parle en fait des énergies esclaves. Et en fait aujourd'hui on n'a plus forcément conscience de la chance qu'on a d'avoir accès à une ressource ou à une eau chauffée ou à une température de 19 degrés ou de 20 degrés dans une pièce. Et en fait le fait de faire attention à ce qu'on consomme redonne de la saveur aussi aux choses parce qu'on n'est pas dans un excès d'abondance, dans une surabondance. On est au contraire dans quelque chose de raisonnable, quelque chose où on essaie de trouver un équilibre, un juste milieu. Et donc en fait moi cette posture là n'est pas quelque chose qui est difficile à vivre, où j'ai l'impression de perdre en termes de confort de vie. Bien au contraire, j'ai l'impression que je redonne de la valeur aux choses et je suis plus en lien et en connexion avec mon écosystème, avec l'écosystème naturel, avec les ressources naturelles que la Terre nous met à disposition. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas frustrant, je le répète. Comment fais-tu pour ton isolation ? Donc l'isolation, on est parti sur de la laine de bois parce qu'on est sur des murs assez peu épais pour éviter d'avoir une roulotte en fait. Vu que je suis limité à 3 mètres en fait pour rouler sur la route, si je partais sur des isolants genre comme de la paille, en fait j'allais trop perdre en largeur de mur et donc en surface utile habitable à l'intérieur. Donc on est parti sur de la laine de bois. L'intégralité de la structure c'est du bois. Le bardage extérieur c'est du bois. Le lambris intérieur c'est du bois. Le parquet c'est du bois. Donc en fait il y a juste la couverture qui est quand même en bac acier, donc qui est assez énergivore, mais j'ai fait ce choix là à la fois parce que c'était techniquement plus facile, parce que c'est une roulotte donc le toit est arrondi, mais aussi parce que le bac acier a quand même une bonne espérance de vie. Et il est garanti plus de 50 ans, il peut monter potentiellement jusqu'à 100 ans sur certains bâtiments qui ont montré dans le temps que ça peut durer jusqu'à cette durée là. Et donc voilà, au niveau de la couverture c'est un peu moins durable, mais on va dire on est sur une base de bois et un châssis évidemment aussi en acier, mais c'est aussi lié à l'administration. Et donc ça me permet de faire la transition. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est triste et intéressant à comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'administration, dans sa législation, est un frein à la transition du monde de la construction et de l'aménagement des territoires. Aujourd'hui à la fois on va survaloriser le monde de la métropole en favorisant l'exode rural pour concentrer les gens dans des grandes métropoles. C'est vraiment la politique depuis maintenant plus de 30, 50, soit même plus depuis peut-être plus d'un siècle. Voilà. Et donc, des métropoles densifiées mais qui s'étalent après dans des banlieues pavillonnaires, donc c'est le double Voilà, et donc après avec des ressources qui doivent venir de toujours plus loin, parce qu'à un moment quand on a 1 million de personnes concentrées, on ne peut pas alimenter à 20 km de la ville, c'est 1 million de personnes en termes d'alimentation, d'énergie, d'eau, etc., etc. Et donc à la fois il y a sur aménagement du territoire, mais moi plus lié à ma compétence, ça va plutôt être sur la construction précisément. Donc aujourd'hui par exemple quelqu'un qui veut habiter dans une roulotte, dans une cabane, enfin dans un petit chalet en bois, dans une yourte ou dans un dôme ou un pod, enfin différentes constructions, on va dire légères, semi-légères, ou on appelle ça aussi des HLL. Et ben en fait ces personnes-là sont soumises à une législation qui va à l'encontre de faciliter la démarche de ces individus. L'administration est très frileuse par rapport à des individus de tout âge que je rencontre au quotidien dans mes environnements, des gens qui veulent avoir des habitats beaucoup plus petits, beaucoup plus autonomes, mais qui n'ont pas les validations de l'administration pour pouvoir être légalement sur leur terrain. Donc ils achètent un terrain
terrain, ils sont propriétaires de leur terrain, mais ils ne sont pas en capacité d'y vivre parce que la loi leur interdit. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très inquiétant et contre-productif en fait pour permettre cette transition dans le monde de la construction. Et après, plus globalement, même si on part sur des habitats plus classiques, on va dire sur des maisons, déjà posons la question de la taille de nos maisons. Nous construisons des maisons souvent avec 2, 3, 4, 5 chambres. Mais nos enfants habitent avec nous de leur naissance jusqu'à leurs 18 ans. Souvent, ils vont faire leurs études après. Et ensuite, ces chambres sont vides. Donc, comment faire des habitats où on pourrait en fait diviser les habitats peut-être en 2 volumes, avec un étage qui pourrait être après loué à une autre famille quand les enfants sont partis, et concevoir en fait les habitats pour éviter de construire des grandes maisons qui vont être pleines pendant 20 ans et qui après vont être quasiment vides pendant 20, 40 ou 60 ans. Donc on peut questionner en fait la taille de nos habitations. Et pour rester aussi sur l'enjeu des normes, aujourd'hui par exemple, les normes sont faites d'une manière qui ne facilite pas l'usage de matériaux locaux. La construction paille n'était pas normée en France et donc les assurances ne voulaient pas assurer les personnes qui construisaient en paille pendant des décennies. La norme est arrivée il y a un peu moins de 10 ans, enfin on va dire une dizaine d'années, et cette norme a été le fruit d'une association qui s'appelle Compagnon, donc la société civile, qui pendant 10 ans a mis des moyens financiers à travailler avec le CSTB pour pouvoir normer la construction paille. Pourquoi ce travail n'a pas été fait par l'administration, par le monde politique? Pourquoi la démarche n'est pas venue de ces beaux discours qui nous parlent de développement durable et de transition? Eh bien, c'est la société civile qui a permis la normalisation de la construction paille. Et aujourd'hui, la construction paille connaît un essor énorme en France. J'ai 3 amis et même mon frère qui a construit en paille. C'est un isolant qui est local, qui est très écologique parce qu'il vient stocker du carbone et qui en plus a une très bonne résistance thermique. Donc certes on a des murs beaucoup plus épais, donc on pourrait dire qu'on perd en surface par rapport à la surface d'emprise au sol, par rapport à la surface habitable, c'est un tout petit peu moins intéressant, mais on est sur un matériau qui cumule les qualités quand même dans son ensemble. Aujourd'hui on pourrait parler de la terre. La terre crue, j'allais en parler. Ouais. Eh bien c'est pareil, la construction en terre crue n'est pas normée. Depuis 10 ans, des associations qui sont nombreuses sur Internet œuvrent ensemble pour faire normer la construction en terre crue. Ici en Ariège, on n'a pas de pierre. Enfin, sur certains territoires d'Ariège, on n'a pas de pierre. Donc si vous regardez en Ariège les granges ou les maisons, très souvent, les façades sud et est étaient en terre crue et les façades nord et ouest, qui étaient plus exposées au vent et à la pluie, étaient en terre cuite. Donc en fait, on a construit des maisons et des fermes qui ont aujourd'hui 100 ans, 200 ans, qui sont en terre crue, qui sont à des matériaux locaux, qui ne nécessitent pas, contrairement à du parpaing, enfin du béton, du parpaing ou même de la brique cuite, de l'énergie pour pouvoir les chauffer, pour pouvoir produire le ciment. Donc c'est écologiquement hyper intéressant et en plus c'est local. Il n'y a pas de transport, c'est de la petite industrie, voire potentiellement c'est de l'industrie qu'on peut faire encore de manière artisanale. Pourquoi ces constructions terre crues ne sont pas normées? La société civile s'y met, mais c'est encore nous, le peuple, les citoyens, qui œuvront pour cette réelle transition. On pourrait parler de la norme thermique, la réglementation thermique européenne. Je crois qu'aujourd'hui c'est la RT 2021. Donc en fait elle va survaloriser l'isolation en polystyrène, l'isolation en laine de verre, contrairement à l'isolation en paille qui va être sous-valorisée parce qu'en fait elle est tellement exceptionnelle en fait dans ses qualités en comparaison avec le polystyrène qui est sur une base de pétrole. Et ben en fait c'est tellement incomparable les chiffres entre les deux qu'ils sont obligés de mettre des coefficients pondérateurs et d'une certaine manière de maquiller les chiffres de la norme pour pouvoir encourager, avec évidemment des lobbies qui sont derrière, des lobbies comme Saint-Gobain, Vicat, Lafarge, etc., qui sont des grandes industries du BTP français, qui vont influencer la norme, jusqu'au monde du nucléaire, avec Areva qui va survaloriser l'électricité, le chauffage électrique dans les bâtiments à travers des coefficients pondérateurs qui survalorisent le chauffage électrique et qui sous-valorisent le chauffage au bois. Et maintenant on nous explique qu'il va falloir arrêter le chauffage au bois parce que ça émet des particules et ça participe au dérèglement climatique. Donc en fait, à la fois, la norme est un frein à construire des bâtiments qui sont réellement écologiques et à la fois, il y a les lobbies qui influencent et à la fois, il y a la législation qui nous interdit de faire ce que l'on souhaite à l'échelle individuelle sur nos propres terrains qui nous appartiennent. Donc en fait, l'écosystème de la construction n'est pas sincère en fait dans sa démarche écologique. On parle de bâtiments BBC, de bâtiments HQE. J'ai personnellement travaillé sur ces projets-là. Mais concrètement, le quartier aujourd'hui de la Cartoucherie à Toulouse, qui est un écoquartier,
c'est 100% béton, aluminium, polystyrène. C'est tout sauf écologique. Donc certes, on a des bâtiments qui consomment peu d'énergie, mais combien on a consommé pour construire le bâtiment? Et plutôt que regarder uniquement la consommation énergétique d'un bâtiment sur une année de vie ou sur un siècle, regardons l'énergie aussi qu'il faut pour construire ce bâtiment à travers son énergie grise qui intègre l'intégralité du cycle du bâtiment, de l'extraction de la matière première jusqu'au recyclage du bâtiment à la fin de vie. Donc, c'est encore un discours qui n'est pas sincère et qui, moi, me dérange, où il faudrait vraiment encore rebattre les cartes dans l'intégralité, quoi, sur le monde du bâtiment, où on construit aujourd'hui des bâtiments qu'on appelle, c'est un peu comme des bâtiments isothermes en fait. On construit des bâtiments qui sont des enveloppes qui sont totalement coupées de l'extérieur, où on va jusqu'à scotcher les prises électriques avec des pare-pluies, des pare-vapeurs, des freins vapeur, et on va construire des thermos qui nous coupent de l'extérieur, et ensuite on va faire des trous de la taille d'un vinyle pour la ventilation, pour pouvoir renouveler l'air, pour éviter d'avoir un air de mauvaise qualité à l'intérieur qui a des conséquences sanitaires pour les habitants. Donc en fait, il y a quelque chose d'illogique. On pourrait partir comme nos ancêtres sur des parois perspirantes, des parois qui respirent, qui viennent à la fois gérer la qualité de l'air, gérer l'humidité dans l'habitat, gérer la température, apporter de l'inertie, et plutôt que fabriquer une inertie à base de produits pétroliers, apporter une inertie à base de produits locaux, encore la terre, la paille, le bois. Et donc pour moi, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les matériaux les plus pertinents pour construire, c'est les matériaux qui sont locaux, des matériaux qui sont faciles d'accès, qui nécessitent peu d'industrie. Et donc je les recite, le bois, la terre et la paille sont vraiment les matériaux pour moi de demain dans le monde de la construction. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je suis retombé il y a 1 an ou 2 sur internet sur un Science et Avenir de 1921, donc il y a bientôt un siècle, qui disait la révolution de la construction. Et c'était quoi? C'était la paille. Ouais. Il y a déjà plus d'un siècle, on construisait des bâtiments agricoles en paille et des maisons en paille. Pourquoi aujourd'hui c'est pas le cas? Pourtant on est capable. On construit des HLM, on construit des collèges avec 1200 élèves en bois et en paille. C'est confortable, les occupants se sentent mieux à l'intérieur, ils se sentent mieux à tous les niveaux, au niveau du confort thermique, au niveau du confort olfactif, au niveau des voies respiratoires. Globalement, au niveau même il y a un ressenti des occupants qui est de meilleure qualité. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un défi pour tout le monde de la construction. Et moi, j'appelle tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les architectes en fait à travailler sur cette transition du monde de la construction pour proposer des matériaux, des constructions qui sont cohérentes avec les enjeux écologiques, les enjeux de raréfaction des ressources, du pic pétrolier, des enjeux énergétiques qui nous concernent aujourd'hui et encore plus demain. Et c'est possible, et on va être, il y a vraiment c'est même excitant en fait. Concrètement, c'est quelque chose de créatif. Là aujourd'hui, par exemple, on va travailler avec toi dans les mois qui arrivent sur un pod. On va essayer de travailler sur une petite construction en bois qui fait 25 mètres carrés. Je voulais venir justement sur les projets que nous avons ensemble. Je vais les introduire. Une petite parenthèse, je ne veux pas me fâcher avec mes amis de chez Saint-Gobain et mes clients de Bouygues Immobilier. Voilà, on est dans un dialogue et je publie des choses avec des gens de Saint-Gobain, je discute, je travaille avec Bouygues Immobilier, il n'y a pas de souci avec ça. Et je suis d'ailleurs en discussion pour les faire intervenir dans cette émission pour engager ce dialogue-là. On est tous pour le dialogue et dans la bienveillance. Je suis tout à fait sensible d'ailleurs à ton propos sur la nécessité de se sourcer en matériaux locaux et écologiques et de tendre vers ça et ouvert à tous les points de vue. Je pense que tout le monde aimerait tendre vers ça. Après, certains font peut-être face à plus de contraintes business. Mais ce que je voulais dire là-dessus, par exemple, il y a un vrai problème de surexploitation, surextraction du sable à échelle mondiale. L'industrie de la construction en est responsable. Est-ce qu'on ne risque pas, par là, de déplacer le problème vers des matériaux locaux? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on s'approvisionne en matériaux locaux, on en prendra plus soin que si on doit aller épuiser les ressources chez les autres. Bon. Néanmoins, y a-t-il pas un problème quand même? Y a-t-il assez de terre crue disponible pour tendre vers ce que tu proposes? Est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser cette ressource-là à son tour?
Ben, je pense que ça va être difficile quand même d'utiliser toute la terre sur laquelle on est assis là au moment où on parle. C'est ce que je me disais du sable aussi, j'ai été très surpris, mais voilà, c'est pas un sujet que je connais particulièrement. Le sable est quand même beaucoup plus limité en quantité et en volume que la terre. J'ai pas les statistiques en tête, mais je veux dire c'est incomparable la quantité de sable disponible sur Terre et la quantité de terre disponible sur Terre. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, on connaît très bien les voûtes nubiennes ou toutes ces constructions traditionnelles en terre crue qui existent sur l'ensemble de l'Ouest africain et ailleurs que je connais pas sûrement. Et donc la quantité de terre pour moi est quasiment illimitée. Et en plus cette terre, quand la construction est faite, dans tous les cas, c'est une construction après qu'on entretient dans le temps. Et donc on n'a pas besoin à chaque génération en fait de venir réextraire de la terre sur le territoire de l'habitant, parce que c'est une terre qui a été mise en œuvre et qu'on va simplement en fait entretenir avec des enduits pour les protéger des intempéries, des agressions chimiques, du vent, et faire qu'aujourd'hui des constructions en terre peuvent tenir 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Je crois que c'est à Tombouctou qui a une mosquée, qui est une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest, où cette mosquée-là a, je crois, quelque chose comme 8 siècles. Et donc ça fait 8 siècles que cette mosquée existe, et elle est en terre crue. Chaque année, il y a un gros travail d'enduit à faire, en reprenant un peu de matériaux encore, mais en quantité moindre. Donc je pense pas qu'on manquera de terre. En tout cas, j'ai jamais lu de données qui allaient à l'inverse de ça. Et pour la paille, j'ai rencontré un responsable d'une entreprise de construction paille qui m'expliquait que si on récupère le blé sur les champs de blé en France, on récupère évidemment que la partie où il y a les grains de blé. Et tous les restes de la tige va être un déchet d'une certaine manière, même si c'est du déchet végétal des fois qui nourrit les sols, mais des fois ça va être du déchet qu'on n'utilise pas, qu'on survalorise pas. Et en fait on pourrait le valoriser tout simplement pour les constructions. Et aujourd'hui les surfaces de terre qui sont cultivées en blé en France permettraient de construire. Certes, il va nous falloir utiliser des terres agricoles pour pouvoir isoler nos bâtiments. Il va falloir utiliser de la terre pour construire nos murs. Mais par rapport à du sable qui va être intégré dans du ciment qui va être chauffé, je crois, à 1400 ou 1600 degrés, certains ciments qui vont être chauffés à 2 reprises, plus toute cette industrie qu'il y a derrière, ces centrales à béton, ces transports de marchandises. En fait, pour moi, le jeu, il est très déséquilibré. Je veux dire, les produits et les matériaux locaux sont dans une concurrence déloyale par rapport aux matériaux traditionnels, contemporains qu'on utilise dans la construction, tels que le ciment, la laine de verre, la laine de roche, le polystyrène, le verre, etc. quoi. Très bien, non mais super. Repassons justement à nos projets à nous, à toute petite échelle. Nous en avons 2. Un qui est de changer, dans l'idée en partenariat avec un thermicien, la chaudière fuel de la grande bâtisse centrale, qui est, on sait tous, on a acheté la bâtisse centrale comme ça, une aberration pas seulement écologique mais aussi économique. Une chaudière bois devant nous permettre de rentabiliser l'investissement à terme. Et puis effectivement, comme tu l'évoquais, les projets de pod, donc moi je suis très enthousiaste par rapport à ça. Nous avons obtenu un permis d'aménager qui nous permet de construire des roulottes, des pods, enfin bref, des habitats légers sur notre petite colline là-haut. Nous avons 14 emplacements. Je suis ravi d'en avoir 1 ou 2 pour construire, pour y mettre ma famille lorsque nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa ensemble? Alors innovant, je sais pas, mais voilà, c'est un projet aussi qui t'enthousiasme dans le sens où on peut peut-être tenter des choses nouvelles et chaque année aussi progresser dans l'habitat léger. Là on parle d'un pod de 25 mètres carrés à peu près, qui aurait les aspects, les équipements qui permettent de tendre vers l'autonomie que tu as déjà cité, qui ont inspiré toi-même ton habitat. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire de ce projet-là? Encore une fois, ça va être les choses les plus simples, les plus efficaces. Et à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, à complexifier et arriver dans de la high-tech presque, avec des VMC double fût pour nos habitats écologiques. Donc là en fait les choses vont être simples, on va repartir sur des matériaux locaux, on va repartir sur du bois, potentiellement sur de la paille et de la terre, et on peut avec ça construire un habitat. Le défi aussi pour nous potentiellement, c'est donc on va intégrer évidemment de l'autonomie à travers les technologies qu'on a citées, mais on va essayer aussi d'avoir un coût financier assez faible, parce que le coût financier souvent est lié aussi au coût écologique, parce qu'en fait il y a un lien direct entre argent dépensé et impact écologique. Une fenêtre triple vitrage coûte plus cher qu'une fenêtre double vitrage, et bien une fenêtre triple vitrage a un impact écologique supérieur à une fenêtre double vitrage.
vitrage. Donc plutôt que simplement mettre des fenêtres triple vitrage, est-ce que la consommation en plus pour fabriquer cette fenêtre triple vitrage est supérieure au coût qu'on a en termes de chauffage sur l'année? Moi personnellement, je suis loin d'être sûr, mais évidemment je suis ouvert et ça dépend de nombreux critères qui seront à étudier au cas par cas selon les territoires, les géographies, les besoins de l'occupant. Mais donc là, le but, ça serait aussi de faire un habitat de 25 mètres carrés pour une somme, par exemple, on pourrait se fixer un défi de 15 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, il y a presque un Français sur deux qui n'est pas propriétaire. Il y a quasiment donc la moitié des Français qui sont locataires. Et il y a des Français ceux qui sont propriétaires sont parfois très endettés pendant aussi, longtemps. Voilà. Tout à fait. Et donc permettre en fait à plus de gens de devenir propriétaires, de moins s'endetter avec des constructions qui coûtent beaucoup moins cher. Donc évidemment, il faudrait qu'on construise plus petit. Parce qu'aujourd'hui, on passe 90% de notre temps à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément positif en fait pour nos équilibres au niveau de la santé. De nombreux médecins disent qu'on passe trop de temps dedans et donc à force de faire des maisons si grandes, en fait, on s'éloigne du travail de la terre, de l'activité sportive, du lien avec la nature à travers des activités de nature et tout. Donc essayer de vivre plus dehors et d'avoir des habitats plus petits. Plus l'habitat est petit, moins on va consommer de chauffage, moins on va consommer d'énergie au niveau global, moins on va consommer de matériaux pour pouvoir construire le bâtiment et moins on va consommer d'argent pour pouvoir le construire. Et donc l'objectif serait... Là, on a l'idée de 25 mètres carrés avec... alors, pour un couple, semble déjà pas si mal. Ça peut aussi sembler petit, néanmoins on a aussi des espaces communs mutualisés. Donc voilà, c'est pas 25 mètres carrés qui sont non plus supposés faire absolument tout, salon, grande cuisine, etc. Puisque tout ça est mutualisé dans la bâtisse centrale. Néanmoins, effectivement, le défi de pouvoir, alors ne serait-ce certains peuvent n'avoir effectivement que 25 mètres carrés de vie. Le défi qui est de dire pouvoir devenir propriétaire d'un habitat confortable, léger pour 15 000 euros, c'est un sacré défi. Donc on va essayer de le relever et on gardera notre communauté informée sur son déroulé, car ce sera un message quand même très encourageant de pouvoir envoyer j'espère un maximum de Français, de dire voilà ce qui est possible de faire avec tel budget. Merci beaucoup Akina pour cet échange. Merci à toi Cyrus. Qui a permis d'explorer beaucoup de sujets à échelle nationale, à échelle locale, qui a permis d'aborder des enjeux d'équité sociale, des enjeux de transition énergétique que tu appliques au jour le jour à l'éco-village de Pourques, où tu montres une certaine exemplarité en termes de mise en cohérence entre les valeurs que tu défends à échelle nationale et ce que tu appliques à échelle locale. Je suis enthousiaste à l'idée qu'on travaille ensemble sur les projets qu'on a cités. Et merci beaucoup, tu reviens quand tu veux. Merci.